Cette année 2018 est un peu particulière sur le marché de la photo. Cela faisait 5 années que Sony avait débuté et avait grandi peu à peu dans le domaine des hybrides plein format. Eh bien, Nikon, Canon et Panasonic le rejoignent. Que penser de ces annonces de ces trois grandes marques? Quel boîtier peut être adapté à chacun? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Commençons un petit tour d'horizon avec ces nouveaux boîtiers annoncés par Nikon, Canon et Panasonic ces dernières semaines, puisque c'est Nikon qui a commencé la première annonce fin du mois d'août, ensuite Canon au début du mois de septembre, et il y a quelques jours, c'est Panasonic qui a clos ce cycle d'annonces dans les grandes marques du côté des hybrides plein format. Nikon donc propose deux boîtiers, le Z6 et le Z7. Le Z6 a 24 millions de pixels, le Z7 42 millions, c'est la grosse différence entre les deux boîtiers. Après, chacun a une spécialité. Nous verrons d'ailleurs que Sony avait déjà ce même choix et c'est celui aussi que semble prendre Panasonic. En revanche, Canon, lui, n'a qu'une seule proposition pour l'instant. Canon donc, c'est l'EOS R qui lui est un tout petit peu entre les deux. Alors pour le prix, il se présente dans des gammes de prix proches du Z6 côté Nikon et puis du boîtier le plus bas de gamme, si l'on peut dire, côté Panasonic, je vais en parler dans un instant, et aussi du boîtier le moins cher côté Sony. C'est l'EOS R donc qui possède un capteur de 30 millions de pixels, donc il est un peu plus doté en termes de résolution que Nikon, et que Panasonic donc qui lui annonce deux boîtiers avec le S1 et le S1R. Le S1, lui, il a 24 millions de pixels comme le Nikon Z6, alors que le S1R en a 45. Donc on est un tout petit peu supérieur au Nikon, en fait, exactement dans les mêmes proportions. Les 3 millions de pixels ne se ressentiront pas beaucoup. Dernière marque, elle n'a rien à annoncer parce que les produits existent déjà, c'est Sony. Sony qui en est à la troisième version de ses boîtiers, avec l'Alpha 7 III et l'Alpha 7 R3. L'Alpha 7 III, il a 24 millions de pixels, tandis que l'Alpha 7 R3, c'est 46. Ce sont deux boîtiers, donc, vous voyez, qui ont été presque des modèles en termes de cible et de public. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, on a d'un côté donc, le Z6 pour Nikon, le S1 pour Panasonic, et enfin l'Alpha 7 III, qui sont des boîtiers, donc vous voyez dans les 20 millions de pixels, environ 24 en l'occurrence, et qui donc permettent un accès pas trop coûteux au monde du plein format dans les hybrides, pas trop coûteux par rapport au reste du marché, parce qu'on est quand même des boîtiers qui font plus de 2000 € nus. On peut associer Canon, même si eux ont choisi d'être un petit peu au-dessus, pas en termes de prix, mais en termes de résolution avec 30 millions de pixels. De l'autre côté, nous avons le Z7 chez Nikon, le S1R et l'Alpha 7 R3 qui eux sont au-dessus des 40 millions de pixels. Pour ceux qui recherchent des boîtiers aux fortes définitions, on perd un petit peu en termes de cadence d'image, ils ne sont pas vraiment orientés sport. Et puis aussi bien sûr, il y a un contre-coup en termes financiers parce qu'on est au niveau supérieur en termes de prix. À ce propos, tous les prix ne sont pas connus. Je suis passé assez rapidement sur Panasonic, mais en fait, avec le S1 et le S1R, Panasonic n'a fait qu'une simple annonce. Pour l'instant, il a présenté des prototypes, la presse a pu les prendre en main, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas eu du tout de photos prises avec ces boîtiers, on n'a pas encore de date de sortie annoncée. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cela donne de la visibilité, autrement dit, on sait quelles sont les forces en présence, même si elles ne sont pas toutes réellement présentes. D'ailleurs, c'est vrai en partie aussi pour Nikon et Canon, puisqu'on est en phase de lancement de ces boîtiers qui viennent tout juste d'être annoncés. Vous voyez donc deux grands secteurs, des hybrides plein format relativement peu coûteux, encore une fois, toute proportion gardée, et puis ceux qui visent une très forte résolution. Cela étant dit, les photographes qui cherchent à faire des cadences importantes, 8-10 images secondes, eh bien ils se tourneront vers ces boîtiers-là. Ceux à haute résolution n'offrent pas les mêmes possibilités et surtout au niveau de la mémoire tampon, ce qu'on appelle le buffer, il y a moins de possibilités pour le stockage. Autrement dit,
la cadence elle va s'arrêter plus rapidement parce que la mémoire tampon sera pleine, il faudra le temps que toutes les photos prises soient déchargées dans la carte. Alors que pour ces boîtiers qui ont 24 millions de pixels, les images sont plus petites, la mémoire tampon un peu plus large, et de ce fait, on a plus de possibilités pour garder la même cadence avant que la mémoire soit pleine. On aura pu prendre de nombreuses photos. Voilà pour un petit tour d'horizon très rapide. Je ne vais pas me substituer aux nombreux articles, nombreuses vidéos qui détaillent les différents produits, sans compter qu'on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques. Et puis, vous allez voir dans mes propos, je ne m'attache pas particulièrement aux fiches techniques. Ce n'est pas le sujet le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il faut le délaisser, mais ce n'est pas le sujet à prendre en compte en premier. Avant de voir ces critères de choix pour prendre tel ou tel appareil hybride plein format, j'aimerais prendre en compte un point important. C'est que je crois qu'il est nécessaire et même très utile de prendre son temps. Cela fait 5 années que ce marché existe avec l'arrivée de Sony dans le domaine donc des hybrides plein format. Mais les autres compétiteurs, eux, sont tout neufs, à savoir Nikon, donc Canon, et Panasonic qui est tellement neuf qu'il n'a pas encore sorti ses boîtiers. J'ai oublié quand même de dire que Panasonic annonce aussi une alliance avec Sigma et Leica. En fait, ils vont utiliser la monture L déjà développée par Leica et c'est cette monture qui sera disponible sur le S1 et le S1R. Cela donc étant dit, prenons du temps. Regardons comment chaque boîtier va se comporter en termes de performance et surtout, quelle va être la proposition en termes d'objectifs. Apparemment, Panasonic pourrait être intéressant étant donné qu'ils ont fait alliance avec Leica, avec Sigma, on pourra avoir une relativement large gamme d'objectifs rapidement disponibles. Quand je dis rapidement, c'est quelques mois après la sortie de ce boîtier qui, je vous le rappelle, devrait sortir, enfin ces deux boîtiers devraient sortir au printemps prochain. Canon, lui, a annoncé quelques objectifs seulement. Nikon, il en va de même. Alors bien sûr, ces deux marques proposent des bagues pour adapter les objectifs de leur gamme réflexe. Cependant, si on se concentre uniquement sur les objectifs réellement dédiés à ces boîtiers, il faut le reconnaître pour l'instant, la proposition est mince. Et puis, bien sûr, on devrait aussi attendre pour voir pas seulement ce que l'on a de disponible, mais ce qui sera annoncé plus tard. Nikon, par exemple, a annoncé quelques objectifs qui sortiront ensuite. Pour Canon, ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que Canon ne sortira pas rapidement d'autres objectifs, mais il garde le secret de la chose. Donc prenons du temps pour voir comment le marché va évoluer, parce que c'est tout de même un sacré investissement d'acheter un boîtier à plus de 2000 € et puis les objectifs qui vont avec. Cela étant dit, je pense qu'il y a quelques critères très importants à prendre en compte, et d'ailleurs ces critères ils ne sont pas spécifiques à ces boîtiers, je pense qu'ils sont à prendre en compte pour tout achat d'appareil photo avec des objectifs interchangeables. Bien sûr, les critères sont un peu autres pour des compacts. Mais là, je m'intéresse donc aux hybrides plein format. Premier point important et même essentiel, ce sont les objectifs. L'important, ce n'est pas le boîtier, c'est l'objectif. On choisit cet objectif et ensuite on prend un boîtier qui s'adapte à ces objectifs. On ne va pas faire l'inverse. Ça peut sembler étonnant parce que très souvent, on parle beaucoup plus de la sortie des boîtiers que de la sortie des objectifs. Ou quand on passe d'objectifs, c'est en faisant référence à tel ou tel boîtier. Mais il n'empêche, quand on regarde la gamme côté réflexe, où là on a beaucoup de compétiteurs, même si on retrouve des types d'objectifs tant chez Canon que chez Nikon ou même chez Pentax, pour prendre donc les réflexes, force est de reconnaître que pour certains objectifs, on ne les trouve pas dans toutes les gammes. Je prends un exemple chez Canon que je connais bien puisque je suis équipé Canon. Eh bien le 24-110 f4L IS, vous ne trouverez pas un objectif équivalent chez les concurrents. Surtout si vous prenez en considération le fait qu'il soit performant et en même temps très compact, vu ce qu'il offre comme gamme de focale et comme performance optique. Bien sûr, il y a des objectifs 2.8 avec la même plage de focale, mais c'est un autre type d'objectif, un autre choix qui peut être tout aussi intéressant, mais ce n'est pas le même. Autrement dit, celui qui est intéressé par ce type d'objectif, il choisira un boîtier Canon. Nikon, lui, par exemple, a quelques objectifs macro qui lui sont très spécifiques. Nikon a toujours fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Ils ont aussi quelques focales fixes, pas trop coûteuses, à diaphragme 1.8, qui offrent donc déjà une faible profondeur de champ pour des grands angles. Les concurrents n'ont rien de tel. Alors bien sûr, on pourra trouver certaines choses chez
des opticiens indépendants type Sigma ou Tamron. Il n'empêche, là aussi, vous voyez, spécificité chez Nikon. Si je m'arrête un peu longuement sur ces exemples qui ne sont pas dans notre sujet principal, c'est parce qu'ils permettent d'éclairer cet important aux objectifs. En plus, surtout avec le marché numérique où il y a un renouvellement des boîtiers, même si maintenant les boîtiers sont devenus assez mûrs en termes de qualité, on peut le dire très simplement, il n'y a pas de boîtier qui soit décevant. Si on regarde du côté des réflexes, et même du côté des hybrides, pour ceux qui sont déjà présents, donc en l'occurrence ceux de Sony, il n'y a pas de boîtier qui soit décevant, autrement dit de boîtier qui offrirait des performances insuffisantes pour faire de bonnes photos. Cela étant, malgré tout, on a tendance au bout d'un moment à changer son boîtier. En revanche, si on a bien choisi ces optiques, elles vont rester un long moment dans notre fourre-tout, on va les utiliser très longuement. Le meilleur exemple que j'ai, c'est dans mon parc d'objectifs. Parmi les objectifs, donc en l'occurrence chez Canon, j'ai le 85 1.8. Je possède cet objectif dédié plus particulièrement au portrait depuis 1994 et il donne toujours de magnifiques résultats en plein format, alors qu'à l'époque il avait été fait pour le monde de l'argentique. Vous voyez donc, un objectif, ça ne se choisit pas à la légère, ça peut durer longtemps, c'est surtout un investissement important si on choisit l'objectif d'une bonne qualité et de ce fait, c'est l'objectif qui prime sur le boîtier. Second critère à prendre en considération, c'est l'importance de l'ergonomie. Je vous l'ai dit tout à l'heure et j'y crois vraiment profondément, tous les boîtiers sont capables de sortir de magnifiques photos. Ce qui compte donc, c'est pas d'abord tel ou tel boîtier, même si bien sûr, on aura tel boîtier qui offre des cadences en rafale extraordinaires. Pour celui qui fait de la photo sportive, c'est intéressant, mais c'est un cas que je qualifierais quand même de particulier. Tous les photographes ne font pas ce type de sujet. Si vous faites ce type de sujet, bien évidemment, ce sera un critère important. Mais si ce n'est pas le cas, et d'une manière générale d'abord, regardez l'ergonomie du boîtier. C'est elle qui prime. Si sur le terrain, dans le feu de l'action, vous recherchez 3 fois les commandes, si vous avez besoin de telle ou telle fonctionnalité du boîtier et qu'elle est inaccessible de manière directe, il faut aller naviguer dans les menus pour pouvoir la rendre disponible, eh bien, ça veut dire que l'ergonomie, elle n'est pas bonne. En tout cas, elle n'est pas adaptée à votre manière de faire de la photo. Alors, vraiment, je vous le recommande, prenez en compte d'abord l'ergonomie, après la question des objectifs. Troisième critère, alors là, spécifique à ce domaine des hybrides. Avec l'arrivée de Sony, et puis c'est vrai aussi en dehors des hybrides plein format, notamment du côté du micro 4 tiers, on a vu fleurir de nombreuses bagues d'adaptation qui permettent quasiment d'adapter n'importe quel type d'objectif sur n'importe quel appareil photo. Ceux qui se sont lancés là-dedans ont bien remarqué que toutes les bagues n'offrent pas les mêmes possibilités. Certaines se contentent du minimum, à savoir, je peux monter l'objectif sur le boîtier et après tous les réglages sont manuels, ce qui veut dire que vous allez vous passer notamment d'autofocus et pour beaucoup de sujets, l'autofocus, c'est pas du luxe. D'autres bagues offrent une bonne compatibilité, voire une compatibilité quasi totale. Cependant, si je prends par exemple le cas de Sony pour revenir au plein format, il existe par exemple des bagues pour Nikon, pour Canon, mais elles sont faites par des fabricants tiers. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec tel ou tel objectif qui ne marchera pas avec cette bague, alors que tel autre, dans la même monture, fonctionnera correctement. Pourquoi je dis tout cela? Tout simplement pour ne pas trop miser sur ces bagues. Ce ne doit pas être un critère de choix fondamental. Ne vous dites pas, c'est bien, j'ai plein d'objectifs, mais avec cette bague, je prends ce boîtier, j'ai aucun objectif de ce boîtier, bien sûr, aucun objectif de cette marque, c'est pas grave, ça marchera. Je ne pense pas que ce soit un bon calcul. Bien sûr, les bagues peuvent rendre un service important, mais en tout cas, elles ne doivent pas être le critère principal, le critère premier dans votre choix. Prenez d'abord les objectifs que vous voulez peu à peu acquérir, prenez également l'ergonomie, et puis la bague, ce sera le petit luxe en plus pour pouvoir utiliser tel ou tel objectif. Ce que je dis là, ce n'est pas complètement vrai, cependant, si on regarde les propositions de Nikon et Canon, puisque chacun a sorti une bague qui permet une compatibilité totale avec les objectifs des gammes réflexes de ces marques. Autrement dit, vous prenez la monture Nikon F, vous prenez l'objectif des réflexes, vous l'adaptez sur le Z6 ou Z7, avec la bague, ça marchera parfaitement bien. Et il en va de même pour les objectifs EF sur les EOS R. Mais malgré tout, même dans ce cas-là, l'intérêt de l'hybride, c'est une relative compacité. Je dis bien relative parce qu'on a un peu trop misé là-dessus aussi. Et bien, si vous utilisez les objectifs réflexes, vous perdrez cette possibilité-là
vous retrouverez des objectifs relativement encombrants. Malgré tout, là, la performance sera là, l'autofocus marchera bien et tous les automatismes seront conservés. Après ces points attention, quelques autres qui sont mis à part tout simplement parce que c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, non pas que je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, mais je vous ai quand même donné ce qui me semble être les points les plus importants. Là, je vais vous renvoyer à vous-même pour vous poser la question quels sont mes critères en fonction du type de photo que je fais. Quels sont vos critères qui seront forcément spécifiques à vous. Tout d'abord, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, quels objectifs sont importants pour moi. Et là, ce n'est pas seulement en termes de disponibilité, c'est aussi en termes de budget. Parfois, on a des surprises. Dans telle marque, l'objectif que l'on recherche est beaucoup plus coûteux que dans telle autre, et inversement. Autrement dit, quels objectifs sont importants pour vous. En plus, avec Nikon, avec Canon et avec Panasonic, lui, il n'a pas encore fait d'annonce officielle en termes de date de sortie. Donc, pour ces trois marques, les objectifs vont sortir peu à peu. Il est possible, par exemple, que Nikon sorte des objectifs macro et que Canon ne le fasse pas tout de suite, ou inversement. Donc, à voir comment les choses vont évoluer. Donc, en fonction de vos désirs, en fonction de ce que vous savez faire comme type de photo, regardez par rapport à tel ou tel objectif, regardez ce que vous voulez. Second critère qui vous est personnel, et peut-être que certains se sont demandé pourquoi je n'en ai pas encore parlé, c'est la question de la vidéo. Parce que ces boîtiers, lorsqu'ils sont sortis avec Sony, et puis maintenant qu'ils sortent chez Nikon, chez Canon et bientôt chez Panasonic, ils ont de fortes possibilités en vidéo beaucoup plus importantes que les réflexes. Ce sont quand même les réflexes, et notamment c'était les EOS 5 Mark II à l'époque qui avait ouvert ce nouveau domaine de la vidéo avec des boîtiers photo. Mais là vraiment, il faut reconnaître, par exemple chez Sony, on a des boîtiers qui offrent de la 4K avec une très belle qualité d'image et qui sont parfaitement adaptés à des tournages même professionnels. Cela étant dit, ne bloquez pas votre choix dessus si la vidéo n'est pas essentielle pour vous. Et ce pour plusieurs raisons. La première, je crois fondamentale, c'est que si on s'adonne vraiment à la prise de vue, on ne peut pas faire en même temps des photos et des vidéos. Ceux qui disent qu'ils le font, je crois que c'est très difficile. Si vous êtes en train de travailler sur un sujet, imaginons vous faites de la photo de paysage, vous êtes dans un magnifique paysage, vous tournez de tous les côtés pour voir comment faire vos clichés. Vous n'allez pas entrecouper cette réflexion et ces prises de vue, parfois peut-être quasi instantanées, si on est au moment d'un coucher de soleil, le temps est relativement bref et la lumière change constamment. Eh bien, vous n'allez pas entrecouper donc ces prises de vue par des prises de vue vidéo. Vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. À l'inverse, si vous êtes en train de faire des prises de vue vidéo, en dehors de vos plans principaux, vous faites quelques petits plans qui vous serviront pour des coupes. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais prendre quelques photos en plus. Vous êtes concentré sur votre prise de vue vidéo et c'est normal. On ne peut pas donc faire les deux. Bien sûr, vous pouvez faire les deux à des jours différents et donc vous dire, j'ai envie d'un boîtier qui soit tant adapté à la photo qu'à la vidéo. Et là, je comprends très bien le critère. Mais si vous vous dites, tiens, j'ai jusqu'à maintenant plutôt fait de la photo, mais comme ces boîtiers sont bons en vidéo, peut-être qu'à l'occasion j'en ferai quelques-unes. Moi je vais vous dire très simplement, tous les boîtiers font des vidéos adaptées à votre besoin. Parce que votre besoin, ce n'est pas de la vidéo avant tout, mais c'est une petite option vidéo en plus. En revanche, si la vidéo est importante pour vous, comme je l'ai dit à l'instant, alors choisissez un boîtier qui soit doué dans les deux. Mais ne vous fermez pas la porte si vous voyez qu'un des boîtiers un peu critiqué, en ligne et dans les tests en disant en vidéo il est un peu moins bon, en fait dans l'absolu il est déjà très bon. Et si vous faites peu de vidéos, c'est pas la peine de vous fermer cette porte. Troisième critère qui vous concerne, c'est la question de ce que vous possédez aujourd'hui. Si vous avez un boîtier avec un unique objectif, ne vous dites pas moi j'ai un boîtier Nikon, j'ai un boîtier Canon, alors je vais rester en ces marques-là. Vous êtes libre. Faites votre choix à connaissance de cause, mais ne vous sentez pas lié à cela. En revanche, pour les canonistes ou les nikonistes qui ont des objectifs haut de gamme, voire très haut de gamme, un fourre-tout bien équipé, là, il faut y réfléchir à deux fois. On voit régulièrement des personnes racontant qu'ils sont basculés, ils étaient chez Canon, ils sont partis chez Sony. Alors parfois d'ailleurs, au bout de quelques temps, ils rebasculent. Bien entendu, ce genre de choix a un prix. Alors il fait des heureux pour ceux qui veulent acquérir des objectifs d'occasion à relativement bon prix, mais en revanche, pour notre porte-monnaie, c'est vraiment pas une bonne solution. La fidélité, là, elle paye. Et en l'occurrence, si vous avez un fourre-tout bien garni, réfléchissez bien. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, prenons du temps. Pas besoin de se précipiter,
Votre boîtier, à moins qu'il soit très ancien, fait sûrement de bonnes photos. Prenez du temps avant de vous lancer. Et d'ailleurs, un point important, même si ici on parle des hybrides, si vous avez un réflexe avec de nombreux objectifs, peut-être qu'un autre réflexe peut être un bon choix pour l'instant, quitte à changer dans 1 an et demi ou 2 ans. Un réflexe qui vous permettra de gagner en qualité parce que, par exemple, vous êtes actuellement en APS-C, vous pourrez passer en plein format, bien sûr, si vos objectifs sont adaptés pour cela. Ou bien simplement, vous avez un objectif plein format, mais assez ancien, par exemple un EOS 6, le premier modèle. Si vous prenez le Mark II, si vous prenez un EOS 5, un Mark IV, bien sûr, ça fait un certain investissement, mais pour peu que vous trouviez d'occasion, il y en a déjà disponible, vous pourrez gagner en qualité et sans chambouler tout votre parc optique. Pour terminer, 2 points importants. Le premier, si vous avez un budget un peu limite, n'y allez pas. Il vaut mieux avoir un appareil un peu ancien et par exemple acheter un grand angle avec une ouverture de 1.4 ou un téléobjectif avec une ouverture de 1.4, 1.8 qui vous donneront des possibilités créatives que n'auront jamais votre hybride peut-être tout neuf mais avec seulement l'objectif transstandard. Autrement dit, petit budget, il vaut mieux attendre, peut-être faire des économies pour plus tard s'acheter un équipement qui permettra vraiment un bon résultat et des possibilités créatives importantes. Second point important, ne regardez pas tous les détails des fiches techniques, mais arrêtez-vous à quelques points saillants pour voir, d'ailleurs chez vous en même temps, quels sont vos critères. J'ai parlé tout à l'heure des rafales, prise de vue donc en rafale. Si vous êtes adepte de photos sportives, prenez ça en considération. Cela étant dit, on peut faire des photos à 10 images secondes et ne pas avoir le sujet comme il faut. Si le sujet bouge beaucoup, ça ne suffira pas. Ne comptez pas uniquement sur la technique du boîtier, mais comptez sur la vôtre de technique. Quoi qu'il en soit, prenez tel ou tel critère. Dites-vous par exemple, je fais beaucoup de photos dans des conditions difficiles, il faut que le boîtier soit assez résistant et à partir de là, on va voir tel ou tel boîtier qui soit résistant et bien sûr toujours en prenant en considération, comme j'ai dit tout à l'heure, les objectifs. Ainsi se termine notre vidéo. J'espère que ces critères de choix vous ont intéressé, vous ont éclairé. Vous voyez, je ne veux pas vous dire tel boîtier est meilleur que tel autre, surtout que j'en serais incapable. Ils sont à peine sortis, les tests ne sont pas encore disponibles et surtout, chacun doit trouver un boîtier qui soit adapté à ses besoins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour m'encourager. Mettez aussi des commentaires, posez des questions dans les commentaires, j'y répondrai bien volontiers. À bientôt et surtout, faites des photos.